Il est le directeur de la formation et de la communication. Bonsoir, Monsieur Diagne. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Ram. Bonsoir, mon frère. Ça va bien? On va nous arrêter à ce fameux séminaire organisé par l'UNESCO à Saly. Le contenu, ou en tout cas un des modules, décrié par les syndicats d'enseignants, et ils ont élevé la voix parce que, disons que le ministère n'a pas eu une position assez tranchée sur la question. Est-ce que déjà le ministère de l'Éducation nationale a pris part à ce cadre d'échange? Oui, d'abord, il n'existe pas de module. Il n'y a aucun module par rapport à ce que nous avons vu circuler sur les réseaux sociaux, puisque c'est méconnaître le système éducatif lorsque vous évoquez l'introduction ou bien le changement de curricula. Vous savez, quand vous ne connaissez pas la loi d'orientation, la lettre de politique sectorielle, le curriculum en vigueur, le voisinage du curriculum, il faut se garder d'aller dans certains développements. Le ministère de l'Éducation nationale ne peut aller que dans le cadre de la loi. Alors, dans la loi d'orientation 91-22, modifiée en 2004, il est clairement stipulé que notre système éducatif doit être bâti et adossé scrupuleusement sur nos valeurs culturelles et culturelles. De ce point de vue-là, il n'est pas possible d'y introduire donc des... Est-ce que vous avez pris part à ce cadre d'échange ou pas, le ministère, avant d'en venir à ce que prévoit la loi pour ce qui est de l'éducation? L'atelier a bien eu lieu du 21 au 23 décembre. Mais contrairement à ce qu'on dit, ce qui a été débattu dans l'atelier, c'est des programmes déjà enseignés en SVT et en économie familiale. Si vous l'avez fait, c'est la santé de la reproduction, c'est la protection de l'enfance. Donc c'est des questions comme cela qui ont été évoquées lors de l'atelier et non pas tout ce qu'on dit sur les réseaux qui n'est que supputation. Alors, est-ce qu'il y aurait une certaine fragilité du programme de façon globale, au-delà même de cette spécificité, qui fasse qu'on soit réceptif à l'idée justement d'insérer ou d'enlever quelque chose dans le programme? Alors, vous savez, nous avons ce qu'on appelle l'inspection générale de l'éducation et de la formation. Alors, ce sont les inspecteurs généraux qui ont en charge la police du curriculum et des programmes. Quand un programme n'est pas validé par l'inspection générale, ce programme-là ne peut pas entrer donc en vigueur. D'ailleurs, il y a des écoles privées qui ont été fermées parce que simplement ces écoles, on n'enseignait pas le programme officiel. Donc, c'est dire que en matière de programme, en matière de curriculum, le ministère de l'Éducation nationale n'est pas libre parce que c'est encadré par la loi. Donc, d'abord, c'est le président de la République qui est consulté sur certaines questions. Et le président, par exemple, s'est déjà prononcé sur l'homosexualité. Il a dit. Donc, le Sénégal n'envisage pas d'intégrer ce module? Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, comme l'a expliqué le ministre de l'Éducation nationale. Ce qu'ils ont dit, c'est que l'UNICEF et ses partenaires voulaient s'appesantir, ou en tout cas se baser sur le programme d'appui à la réforme des curricula. Parlez-nous justement de ce programme. Quel est son contenu? De quoi s'agit-il? Oui, vous voulez parler du PARC, donc, qui est un programme d'appui aux réformes curriculaires. Donc, tout le monde est d'accord qu'il nous faut aller dans le sens de réformer nos curricula. C'est normal, le monde bouge, on a vécu Qu'est-ce qu'on va réformer? C'est-à-dire des compétences. Des compétences. Parce que tout le monde, vous avez été dans les classes, si vous voulez apprendre 21 leçons d'histoire, 30 leçons de géographie, mathématiques, tout ce qu'il voit, économie familiale, c'est lourd. Donc ce sont des programmes qui ne sont pas à hauteur d'élèves. C'est ça qu'il faut viser. Désormais, ce que nous viserons, c'est les compétences essentielles. L'élève qui passe d'une étape à une autre, quelles sont les compétences nécessaires qu'il doit donc emporter avec lui? C'est sur ça qu'on travaille. Mais vraiment, dire
encore une fois, que ici, c'est l'éducation à la vie familiale et non l'éducation sexuelle. Qu'est-ce qui explique alors cet agitement-là? Parce que cela a été, disons, mis au devant de la scène en 2018 avec le ministre Serigne Mbaye Thiam et il avait eu une position assez tranchée. 2 ans après, ce même problème revient sur la table. Pourquoi les enseignants s'agitent? Pourquoi on en parle encore une fois si le Sénégal a une position très claire sur la question? Mais non, vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. Vous ne pouvez pas les empêcher de réfléchir. Il y a des gens qui sont dans des stations de réflexion. Nous sommes dans des stations de décision. Mais ces décisions-là que nous prenons, encore une fois, sont encadrées par la loi. On ne peut pas maintenant empêcher les Sénégalais de spéculer, de dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Mais véritablement, si nous devons réformer nos curricula, il y a une logique que nous respectons. La logique, donc, c'est la coordination par l'inspection générale de l'éducation et de la formation. Ensuite, associer toutes les directions pédagogiques, y travailler et, encore une fois, tout ce que nous devons faire en matière de curriculum doit correspondre donc à la loi et donc à la lettre de politique sectorielle sur l'éducation. Alors, la centralité du débat a une émanation qui a trait justement à l'UNESCO. On l'a cité dans cette histoire. Elle tenterait justement à véhiculer un programme dont la finalité serait d'insérer l'acte homosexuel dans la pratique des enfants et des pays en question. Est-ce qu'il y aurait une souveraineté ou une ligne de séparation entre l'UNESCO et le Sénégal en tant que pays de par son éducation, son programme? Vous savez, les questions de système éducatif, les curriculums, tout ce que nous discutons là relève de la souveraineté du Sénégal. Donc personne ne peut nous dicter notre conduite en matière d'éducation. Maintenant, le Sénégal est pays membre de l'UNESCO. Alors, l'UNESCO également nous appuie dans d'autres domaines essentiels. Par exemple, sur la question des langues nationales, la question de l'alphabétisation, la promotion des langues nationales. Donc, l'UNESCO, vraiment, est très utile donc, pour le système éducatif. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on profite de la question pour diaboliser l'UNESCO. Et sur ces allégations, par exemple, est-ce que l'UNESCO a eu à réagir par rapport à ce sujet? Non, vous savez, l'UNESCO, c'est le domaine de la diplomatie. Je ne crois pas. Parce que moi, par exemple, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes dans la presse. Il est impossible quand même que nos curricula soient modifiés sans que moi je ne sois au courant. Informé. Par exemple, moi, je gère le référentiel de formation des enseignants. Les enseignants qu'on forme là, il y a un référentiel de formation. À chaque fois qu'on doit donc introduire une question émergente, comme le genre, les CVC ou l'éducation inclusive, évidemment, on regarde bien ce qu'on introduit dans la formation, dans le référentiel de formation. Il en est de même pour le curriculum. Il est impossible d'y mettre ces choses-là dont on parle. Est-ce qu'il y aurait une particularité de l'école sénégalaise au regard de sa configuration, puisque ça c'est une énième tentative en tout cas d'attirer l'attention sur des incohérences par rapport à cette histoire d'homosexualité. Qu'est-ce qui ferait la particularité ou la spécificité de l'école sénégalaise au point qu'elle soit peut-être une cible? Vous savez, personne ne peut nier qu'il y a des lobbies un peu partout dans le monde qui essaient de véhiculer des thématiques. Le Sénégal en matière de système éducatif est pionnier. Il y a des choses, si ça passe au Sénégal, ça passe ailleurs. Donc de ce point de vue-là, le Sénégal est une plaque tournante donc, de l'éducation, du système éducatif. Donc, mais nous sommes souvent agressés, hein, sur chaque 72 heures. Je suis venu souvent ici pour défendre le ministère de l'Éducation nationale sur des questions ou des autres. Malheureusement aussi, parmi nous, il y a des syndicalistes qui ont été battus lors des élections de représentativité, qui au lieu d'aller donc trouver des militants, donc essaient de s'aborder le travail que nous faisons chaque jour en nous divertissant sur des problématiques en fait qui sont
qui sont de Mais faux vous ne problèmes. pouvez pas minimiser ce fait. C'est une question assez importante. Aujourd'hui, la notion de genre est véhiculée. On ne sait pas trop quel est le contenu que le Sénégal accorde à ce concept qui, aujourd'hui, peut englober beaucoup de choses au niveau mondial. Oui, genre, moi, en tout cas, moi, pour ce que j'en sais, ce que nous faisons au niveau du ministère de l'Éducation nationale, c'est qu'il faut, ce que nous mettons dans le genre, c'est qu'il faut faire la promotion des filles, la promotion des femmes, donc inciter aussi les filles à l'éducation, peut-être empêcher les mariages précoces ou forcés. C'est des thématiques comme ça. Mais il n'a jamais été question de prendre le genre comme pour en faire un prétexte et pour introduire des questions de l'homosexualité ou de la sexualité à l'école. Ça, c'est pas possible. Et le ministre de l'Éducation nationale a été très clair. Je vous dis très bien, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, le ministère n'envisage d'ouvrir donc son curriculum ou ses référentiels de formation à des thématiques comme ça. Abdou Faty disait hier qu'ils s'attendent à ce que le ministre de l'Éducation nationale les reçoive pour qu'ils puissent échanger sur la question. Parce qu'il prévoit justement de faire un tour dans les différents foyers religieux pour dire ce qu'il en est et essayer d'alerter justement nos khalifes généraux par rapport à la question. Est-ce que cette réunion va se tenir ou est-ce que le ministère est open pour les recevoir? Non, nous en discutons. Le SG, aussi cette question-là, on a discuté. Le G7, le ministre les reçoit tout le temps. Mais je vous dis, cette question-là a été amplifiée. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Le curriculum n'a pas été modifié. Les références de formation n'ont pas été modifiées. Rien n'a été changé. Rien du tout. Alors, pour revenir un peu sur la particularité des syndicalistes de l'enseignement, le constat aujourd'hui, c'est qu'avec la tutelle, il y a une éternelle confrontation, pour ne pas dire un radicalisme de part et d'autre. Aujourd'hui, en tant que tutelle, est-ce qu'il y a moyen peut-être de revoir, de reconsidérer cette dualité au fin de raffermir et de rendre plus glissant justement ce parcours où glissante la marche de l'éducation entre la tutelle en tant que département et les syndicats? C'est comme dans une arène politique où il y a le pouvoir et l'opposition et ça s'entretue. C'est le cas qu'on constate aujourd'hui au-delà des besoins ou des préoccupations des populations pour l'école sénégalaise. Mais non, vous savez, malheureusement, avec la presse, on ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais le ministre de l'Éducation, Mamadou Talla, a inscrit son magistère sous le signe de l'apaisement du climat social. Même avec Serigne Mbaye Thiam, il faut l'avouer, mais chaque premier mardi du mois, on se réunissait avec le G7. Avec l'arrivée de Mamadou Talla, ça s'est amplifié, ça s'est intensifié. Les relations sont devenues beaucoup plus amicales avec le G7, mais le problème, c'est les syndicats qui ne participent plus, donc ils ne sont plus conviés à la table de négociation suite donc à l'application de l'arrêté qui a organisé les élections de représentativité. C'est ça aujourd'hui la problématique. Nous n'avons pas voté, c'est les syndicats, c'est les enseignants qui ont décidé. Mais il doit y avoir une solution alors. Non, je vous dis, sur toutes les problématiques aujourd'hui, sur toutes les problématiques, sur toutes les thématiques, sur toutes les activités, les syndicalistes, les parents d'élèves, la société civile sont conviés pour être consultés, donc pour avis, etc. Et parfois, et souvent, leurs avis sont pris en compte. Tous les syndicats ne sont pas membres du G7. C'est ça, non, ça, c'est pas le ministère qui l'a décidé. Parce qu'il fut un temps où on avait 43 syndicats. Justement, avec dans les la élections plateforme. représentativité, ça c'est clair, mais à côté, comme disait tout à l'heure Papis, il y a des syndicats qui sont là. Est-ce que leur voix ne compte pas? Non, si. En fait, il faudrait aussi qu'on se respecte. Qu'on respecte aussi le résultat des urnes, qu'on respecte aussi la décision des enseignants. Nous tous, vous savez, si vous prenez le protocole, les syndicats avaient exigé la tenue des élections de représentativité. Dans l'arrêté, on avait dit que le syndicat qui n'a pas 10% ne va plus participer, donc ne sera plus convié à la table de négociation.
Mais ça, on l'a arrêté avec unanimité. Tout le monde était d'accord. C'est sur ces conditions-là qu'on est allé aux élections. Donc quand chaque syndicat qui allait aux élections savait à quoi s'attendre. Si vous n'avez pas 10%, vous ne serez plus convié. C'est ça que l'État a appliqué. Alors, moi je veux rebondir justement sur ce constat. Au regard du constat d'échec, puisque la représentativité a été proposée pour régler définitivement ces crises intempestives et qui n'avaient pas de sens très souvent parfois. Alors, dès lors que le constat est là, établi, qu'il n'a pas eu de réussite, est-ce qu'il ne faut pas reconsidérer la démarche pour en arriver à un apaisement, une harmonisation des deux entités, par exemple? Puisque celle-là n'a pas marché. Mais oui, mais vous savez, tout processus est évalué. Il est clair que, au terme de ce processus-là, l'arrêté peut être revu, donc réévalué en relation avec les partenaires. Mais je dis, il y a quand même quelque chose qui est important. On ne peut pas négocier avec 43 syndicats. Parfois, il y a un syndicaliste qui est allé aux élections. Il a eu 1% des voix. 1%. À la limite, sur 97 000 enseignants, tu as 400 voix. Et pourtant, c'est l'un des plus virulents. Qu'est-ce qu'on y peut? Ça aussi, il faut réguler. Ces choses-là ne peuvent pas continuer. C'est l'État qui doit réguler. La force est à l'État, c'est l'État qui doit s'organiser pour mettre fin à cela. Non, lorsque vous allez... Dès lors que l'État a eu l'intelligence ou la transparence de mettre sur la table les élections, la représentativité, dès lors que les choses sont faites, il faut obligatoirement que l'État fasse respecter... Le problème, ce n'est pas l'État, c'est la presse. Comment la presse? La presse a bon dos. La presse est sous la tutelle même de l'État également. Quand quelqu'un va aux élections, il a moins de 1% des voix. Mais je pense que cette celui-là, il ne doit pas être invité dans des plateaux. Moi, c'est mon avis. Même s'il a 0%, l'invitation n'est pas liée à la représentativité. Non, c'est votre, je vous le concède. On est acteur. Je vous le concède. Je vous le concède. Okay. Je vous le concède. Parce que entre ce qui se passe dans la presse, ce qui se passe entre l'État et les enseignants, et l'État et les syndicalistes, mais il y a l'océan Atlantique. Je vous dis, il y a l'océan Atlantique. Ils se connaissent tous. On sait qui pèse quoi, qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Mais pourquoi il vous perturbe très souvent? Et souvent aussi, il y a des... Malheureusement... Vous êtes très souvent, vous êtes souvent sur la défensive. Non. Souvent sur la défensive, alors qu'ils n'ont même pas de raison d'exister. Ça pose problème. C'est quoi votre légèreté entre non, il n'y a pas de légèreté qui vaille. Parce que le syndicat qui a son récépissé est reconnu d'utilité publique. Vous ne pouvez pas l'empêcher d'exercer des activités. Nous n'avons pas dit qu'il faut éliminer les syndicats. Mais nous avons dit qu'il faut respecter l'esprit et la lettre donc de l'arrêté qui a organisé les élections. Merci. Maintenant, ceux qui n'ont pas eu malheureusement 10%, ils doivent aller travailler au lieu de s'attaquer quotidiennement au ministère de l'Éducation nationale qui ne leur a rien. Ils doivent s'attaquer aux syndicats, aux enseignants qui n'ont pas voté pour eux. Voilà. Le temps est épuisé. Il est le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Merci pour la disponibilité. Merci également à Papis Diaw et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, on se retrouve à la même heure. Excellente soirée sur la TFM.